Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on l'a dit, l'Afrique est malade. L'Afrique est malade de sa gouvernance. L'Afrique est malade de son économie et de sa souveraineté. Mais l'Afrique est surtout malade de sa santé. Et comme vous le savez tous, quand on est malade, on est diminué physiquement, on est dans une incapacité d'agir et on fonctionne au ralenti. C'est le cas de l'Afrique. Pour illustrer l'état de santé de l'Afrique, je vais vous rapporter ici un cas. C'est une histoire vraie, comme tant d'autres qui se passent dans nos hôpitaux. Il s'agit d'une histoire qui est survenue dans la nuit du 16 au 17 octobre 2023, il y a à peine 3 mois. Aïcha, âgée de 27 ans, était au terme de sa 3e grossesse. Vers 20h30, elle a ressenti les premières contractions. Elle qui avait déjà l'habitude d'accoucher puisqu'elle avait 2 enfants, savait que le moment était venu de se rendre à la maternité de son quartier. Elle s'y rend accompagnée de son mari. Le premier diagnostic est fait, elle doit accoucher, mais c'est une maladie parce que l'accouchement ici risque d'être compliqué. Aïcha est donc orientée dans l'hôpital de la ville, le plus grand hôpital, dans le service des urgences pour une prise en charge plus appropriée. Le premier diagnostic est confirmé et on prescrit à Aïcha une ordonnance pour aller acheter des médicaments pour la prise en charge. Son mari laisse Aïcha à l'hôpital et se rend dans la ville pour rechercher une pharmacie de garde de nuit afin de trouver le médicament approprié. Par la suite, le cas de Aïcha s'est aggravé. Et Aïcha, sentant un petit peu la faiblesse s'installer et dans ses dernières énergies, lança des cris de détresse. « Vous allez donc me laisser mourir ?» dit-elle. Elle s'écria plusieurs fois face à l'indifférence totale du personnel de santé. À 3h du matin, Aïcha rendit l'âme. Peu de temps avant le retour de son mari, qui avait enfin pu trouver les médicaments et qui lui avait coûté la modique somme de 50 000 francs CFA. Une autre histoire tout aussi triste, mais dans un contexte différent. C'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020. Monsieur Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali, décédé en Turquie à la suite d'une évacuation sanitaire. Comme lui, notre élite dirigeante se soigne et achète ses médicaments en Europe parce qu'ils n'ont pas confiance dans leurs hôpitaux, ni aux médicaments dont ils autorisent, aux faux médicaments dont ils autorisent la vente dans nos pharmacies. Oui, nous sommes tous conscients que dans ces domaines, comme dans d'autres, la situation est intenable et inacceptable. Nous avons en Afrique le taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde, l'espérance de vie la plus faible. Et tout ceci, naturellement, impacte notre économie. Oui, pour 50 000 francs CFA et le manque de déontologie et d'éthique, Aïcha et son bébé sont morts, laissant derrière elle 2 orphelins. Alors que notre élite dépense chaque année dans l'Afrique subsaharienne l'équivalent de 7 hôpitaux, tenez-vous bien, 7 hôpitaux de référence pour se soigner. Et ces soins se passent où? Pour des évacuations sanitaires, contribuant ainsi au développement de l'économie de la santé, du système de santé des autres pays, au détriment de la nôtre et de nos populations. Comme Aïcha, l'Afrique subsaharienne perd toutes les 3 minutes une mère en couche. Toutes les 5 minutes. Toutes les minutes, 5 enfants de moins de 5 ans décèdent. Ceci impacte naturellement
d'espérance de vie de nos concitoyens. Aïcha avait 27 ans. C'est encore une mort précoce de trop. L'espérance de vie, si on prend en Afrique de l'Ouest, est de 55,87 chez les hommes et de 57,82 chez les femmes. C'est la plus faible au monde. Et vous comprenez donc pourquoi ceci impactera naturellement et de manière considérable la situation économique de nos pays. Aïcha était institutrice. Ce n'est pas simplement une mère que 2 enfants perdent, mais c'est aussi une éducatrice que les élèves de son quartier ont perdue. Ces morts intolérables et évitables pour la plupart, ainsi que ces années de vie perdues, représentent, au-delà de leur caractère inacceptable, un frein considérable pour le développement de nos économies. Comment donc espérer le développement et le progrès inclusif alors que nos citoyens n'ont pas accès à ce qu'il y a de plus important au monde pour l'homme, la santé? Oui, une étude de l'OMS a montré que on estimait à 2400 milliards de dollars le manque à gagner chaque année dû à l'état de santé des populations. Une autre étude a montré que si on évaluait l'impact de la santé sur le développement économique et sa croissance en les mesurant en espérance de vie, lorsqu'on gagnait une année d'espérance de vie, on augmentait notre produit intérieur brut de 4%. Vous voyez les conséquences. Mais comment en est-on arrivé là? Pour commencer, je veux vous mettre un peu dans un contexte de l'histoire. L'histoire de la création et de la naissance de systèmes de santé en Afrique francophone. Celle-ci date de l'époque coloniale. Dans les années 1900, un système de santé est mis en place en Afrique francophone. Ce système de santé a surtout une vocation à prendre en charge les militaires. Et elle a à son cœur un dispositif de soins qui est essentiellement fait pour prendre en charge des maladies graves. Les patients sont alors, pour la plupart, conditionnés et stabilisés en vue d'une évacuation sanitaire pour une meilleure prise en charge dans les hôpitaux de la métropole. Car, dit-on déjà à l'époque, les moyens sont insuffisants dans les hôpitaux des colonies. Tiens. Cela ne vous dit rien? Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, nous entendrons encore parler d'évacuation sanitaire pour plateau technique insuffisant. Alors même que l'argent dépensé pour le parc automobile de certains de nos ministres suffirait à équiper un hôpital de ce plateau technique. Alors, par la suite, ce système de santé qui se voulut un peu généreux a élargi l'offre de soins, bien plus pour des raisons économiques, parce qu'on avait besoin des indigènes en bonne santé dans les mines et dans les plantations, que pour des raisons humanitaires. Et ensuite, on avait besoin des compétences. Et ces hôpitaux qui étaient créés au départ étaient réservés aux indigènes. Il y avait des hôpitaux pour blancs. Et seuls quelques indigènes qui étaient blanchis pouvaient avoir accès aux hôpitaux de blancs. Et parce qu'on avait besoin du personnel, il fallait en former. Et c'est en 1918 que l'école de médecine de Dakar a été créée. Elle avait pour vocation de former des auxiliaires médicaux, on appelait à l'époque des médecins africains ou des professionnels africains, afin d'assister les Blancs. Et leur rôle était donc d'être des assistants. C'était des médecins pour indigènes. Il était d'ailleurs clairement inscrit sur leur diplôme qu'ils n'avaient le droit d'exercer que dans les colonies, dont on leur reconnaissait une compétence limitée. Ils étaient alors affectés dans les hôpitaux pour indigènes. Ils travaillaient le plus souvent d'ailleurs sous la responsabilité de médecins blancs. Quand bien même ils étaient compétents, ils étaient toujours considérés un petit peu comme moins bons que les autres. Et aujourd'hui encore, on entend parfois certains Africains qui viennent jusqu'en Europe et qui disent quand même,
je ne vais quand même pas venir jusqu'en Europe pour me faire soigner par un médecin africain. Parce que là, le complexe d'infériorité et de sous-estime, de manque d'estime de soi, de self-estime est tellement présent qu'aujourd'hui encore, on a du mal à s'en défaire. Plus d'un siècle après, peut-on encore aujourd'hui continuer à dire que ce sont les colons qui sont responsables de notre situation sanitaire? Évidemment, non. Nous, Africains, nous sommes les premiers responsables de cette catastrophe. Oui, d'abord nos dirigeants, nous, citoyens, et enfin, et surtout, les professionnels de santé. Les dirigeants, pourquoi? Les premiers responsables, parce que diriger un État, c'est diriger un État, c'est répondre aux besoins les plus élémentaires de ses concitoyens, y compris les besoins de sécurité sanitaire qui relèvent des pouvoirs régaliens d'un État. Et ils se sont montrés incapables de relever le défi d'un système de santé performant et accessible à tous dans un contexte socio-culturel et économique africain. Ici, comme ailleurs et dans d'autres domaines, nos États n'ont pas de vision stratégique. Oui, cette absence de vision stratégique s'est traduite au niveau de cartes sanitaires. Aujourd'hui, Mme Aminata Coulibaly, qui habite la commune d'Anéfis dans le nord du Mali, n'aura malheureusement pas les mêmes qualités de soins que M. Oumar Keïta, fonctionnaire à Bamako. Oui, c'est ça la réalité. En Afrique, l'organisation du système de santé est source d'inégalités face aux soins. Les grands hôpitaux concentrés dans les grands centres urbains sont les plus gros bénéficiaires des dépenses de santé. Et de ce fait, naturellement, les populations urbaines ont davantage plus accès aux soins que les populations en zone rurale. Peut-on réellement parler d'une démarche de planification efficiente dans cet État? Non, nos États ont failli. Est-ce que cette organisation ne doit pas être repensée afin que Mme Aminata Coulibaly d'Anéfis puisse avoir les mêmes soins que M. Oumar Keïta de Bamako? C'est pour cela que nous devons réagir. Alors, cette stratégie, absence de stratégie, s'est traduite aussi par un déficit de prévention. Et le système de prévention est absent. Si la grossesse de Aïcha avait été bien suivie, peut-être qu'elle ne serait pas arrivée dans une situation de catastrophe à l'hôpital. Il faut donc repenser notre système de prévention. Que dire de l'inhospitalité de nos hôpitaux? Oui, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier que de dire que nos hôpitaux sont inhospitaliers quand on voit dans quelles conditions Aïcha a été reçue et dans quelles conditions et dans l'indifférence totale du personnel médical, elle est morte. Nos hôpitaux manquent de tout. Plateau technique insuffisant, bien sûr. Il est défaillant parce qu'il est mal entretenu. Des coupures d'électricité régulières, du personnel qui est parfois en manque de déontologie, des médicaments qui sont absents, des réactifs périmés, et j'en passe. Enfin, la faillite du financement par l'État. La santé n'a jamais été vraiment sa priorité. Et les coûts de santé sont le plus souvent supportés par les ONG et les ménages. En 2001, à la conférence d'Abuja, il avait été prévu que les États de l'Union africaine devaient consacrer au moins 15% de leur budget à la santé et pour l'améliorer. En 2018, il n'y avait que 2 pays qui l'avaient fait. En 2017, une étude de l'Organisation mondiale de la santé a montré que dans 20 pays d'Afrique, leurs dépenses de soins dépendaient de plus de 20% des ONG. Et quelles ONG? Ou des institutions internationales, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, les organisations comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Et vous voyez que tout ça, c'est encore un problème. Et enfin, la part des ménages. Les ménages sont ceux qui financent le plus la santé en Afrique. Et ça peut aller jusqu'à 80% du financement des soins. Oui, c'est un problème. La santé impacte considérablement le budget de nos ménages et par conséquent nos économies. Cette stratégie s'est traduite aussi par l'absence de couverture médicale universelle. Très peu de pays l'ont, et quand ils l'ont, ça fonctionne
pas forcément bien. Si elle existait, le mari d'Aïcha ne serait pas allé dans la nuit chercher des médicaments pour guérir sa femme. Oui, c'était un problème. Et en l'absence de cela, il y a quelques assurances qui sont réservées à quelques privilégiés. Aïcha, qui était institutrice et qui ne touchait pas régulièrement son salaire, n'avait probablement pas les moyens de se payer une assurance. C'est ça la réalité. Les deuxièmes responsables, c'est nos citoyens. Oui, nous regardons sans rien faire la dégradation de nos hôpitaux. Nous dénonçons certes l'État, mais devant la passivité des gouvernements, n'est-il pas venu le temps que nous puissions nous organiser pour créer nous-mêmes nos propres hôpitaux, par nous et pour nous, comme il a dit tout à l'heure. Nous pouvons nous prendre en charge. Oui, il est temps qu'on réfléchisse autrement. Et les troisièmes responsables, ce sont les professionnels de santé. D'abord, pour ce qui concerne leur formation. Il y a plein de problèmes autour des professionnels de santé. D'abord, il y a une insuffisance de personnel, il n'y a pas assez. Quand on regarde le nombre, en Afrique, c'est 1 pour 5000 habitants. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique habite 1,3% des professionnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge des maladies du monde. Le deuxième problème des professionnels, c'est leur dévalorisation et leur formation. Je suis ici dans la faculté de médecine, mais malheureusement, la réalité est là. On constate que souvent, nos professionnels n'ont pas été bien formés. Et ce qui est une réalité, mais quand même, malgré tout, on constate qu'il y a des médecins formés en Afrique qui sont capables d'aller travailler ailleurs et sont aussi bons. Donc, c'est peut-être l'écosystème dans lequel ils évoluent qui n'est pas approprié. C'est la fuite des cerveaux. Oui, tous nos meilleurs médecins, dès qu'ils peuvent valoriser leurs compétences ailleurs, où ils sont reconnus et à juste titre, n'hésitent pas. C'est pour ça, par exemple, qu'en France aujourd'hui, la majorité des médecins à diplôme étranger sont originaires de l'Afrique, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne ou Afrique du Nord. Il est temps qu'on fasse tout pour les garder. Enfin, je veux dire un mot de nos soins et de l'éthique, des professionnels. Bien sûr, nos professionnels de santé font l'effort de ce qu'ils peuvent, mais la réalité est là. Aujourd'hui, le cas d'Aïcha l'illustre bien. S'ils avaient eu des comptes à rendre à Aïcha et à la société, peut-être qu'ils auraient manifesté vis-à-vis d'elle un peu plus de bienveillance. Aujourd'hui, on constate que les médecins n'ont de compte qu'à rendre qu'à eux-mêmes et à Dieu. Il faut que cela change. Je vais dire un mot de nos soins endogènes, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment la médecine dite traditionnelle. Aujourd'hui, elle est complètement délaissée, malheureusement, aux mains de charlatans, de quelques escrocs et même quelquefois des religieux. Il faut donc la réorganiser et se l'approprier. Notre pharmacopée est riche, mais notre part dans l'industrie du médicament est insignifiante. Nous avons à travailler dans ce domaine. Alors, pourquoi en est-on arrivé et comment on est arrivé à cette situation, je l'ai dit. Mais pourquoi il faut que ça change? Mais il faut que ça change parce que l'Afrique est confrontée à des défis qu'elle doit relever. Un défi du poids des maladies, un défi économique et un défi de la vieillesse. Le poids de la maladie parce que la population africaine augmente. Aujourd'hui, on est à plus d'1,4 milliard d'habitants. En 2050, on sera à 2,4 milliards. En 2100, plus de 4 milliards. On aura 40% de la population mondiale qui sera le plus souvent des jeunes. Et on sera confronté à des maladies qui persistent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique porte le plus gros poids des maladies transmissibles, des maladies comme le paludisme. Aujourd'hui encore, plus d'un mort par minute en Afrique subsaharienne de paludisme. Et on a 96% des décès du paludisme dans le monde. Demain, on sera confronté à de nouvelles maladies qui sont des maladies non transmissibles, comme le diabète, l'hypertension, le cancer, etc., qui seront dues à l'urbanisation et au changement de mode de vie. Et si on ne fait rien, on sera écrasé par toutes ces maladies. Il est temps qu'on réagisse. Le deuxième défi est celui de la vieillesse.
Bien sûr que la population va augmenter, même si on meurt, mais le pourcentage de gens qui vont vieillir, même si, comme il est que de 3% aujourd'hui des gens qui ont plus de 60 ans, sera encore plus qu'aujourd'hui. Qu'allons-nous faire de nos personnes âgées? Ne devons-nous pas inventer un système propre à nous, Africains, pour pouvoir les prendre en charge avant que les maisons de retraite occidentales viennent nous envahir? Enfin, le défi économique. On l'a dit tout à l'heure, gagner une année d'espérance de vie, c'est 4% de produit intérieur brut en plus. Nous pouvons le faire. Est-ce qu'une autre solution est possible? Ben oui, c'est possible. D'abord, des centres d'excellence. Ici même au Mali et au Burkina Faso, on parlait du paludisme tout à l'heure. On a des centres d'excellence dans le paludisme, dans la drépanocytose. C'est déjà un pas. Ça existe dans d'autres pays. Certains pays ont fait même l'effort de mettre en place une politique de santé audacieuse et ambitieuse qui va porter ses fruits. Je vais citer ici le Rwanda. Un deuxième élément qui va fondamentalement changer les choses, vous, les jeunes, et vous êtes au fait de cela, c'est le digital. Le digital va nous offrir une opportunité extraordinaire ici en Afrique pour redéfinir notre système de santé, aussi bien dans l'offre de soins que dans la gestion et l'accessibilité de soins et dans l'économie de la santé. Nous avons un défi à jouer, à prendre dans ces cas. Et enfin, l'économie de la santé. Il faut la penser autrement. La santé, en Afrique, est le plus souvent conçue simplement comme un bien de consommation. Aujourd'hui, il faut la concevoir comme une économie, non seulement pour soulager et rendre les gens bien portants, mais aussi pour produire de la richesse. Et c'est pour tout cela, comment ça, on a pensé qu'on peut changer les choses. Et on peut apporter des solutions. Et on peut apporter des solutions pour que tous les Africains, partout à la campagne comme dans les villes, puissent avoir accès aux soins. Et pas seulement accès aux soins, mais aussi aux soins de qualité. Et pour cela, nous nous basons sur un certain nombre d'éléments. Le numérique, je l'ai dit, l'e-santé. Il faut renforcer l'utilisation du digital et de l'intelligence artificielle dans la santé. L'Afrique est un terreau propice pour l'innovation dans le numérique et l'intelligence artificielle, et en particulier dans le domaine de la santé. Le taux de pénétration de téléphones portables, notamment en milieu rural, le développement de nombreux outils connectés et l'imagination créatrice des jeunes Africains pour les applications à vocation sanitaire sont des atouts énormes. Ces jeunes n'ont rien à envier aux développeurs indiens, chinois ou ceux de la Silicon Valley. Ainsi, l'Afrique demeure, Silicon Valley, pardon. Alors, avec ce système de digital, nous pouvons non seulement apporter des soins dans les campagnes et désenclaver nos régions, mais nous pouvons aussi créer de nouveaux systèmes de santé. On pourrait s'appuyer sur le numérique pour mobiliser les connaissances des médecins et des scientifiques du continent et de la diaspora. On peut aussi amener des soins de proximité avec des unités mobiles qui peuvent transformer la vie. Je prends un exemple simple, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC dont on connaît tous. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut aller à la campagne, n'importe où en Mali, et pouvoir soigner des gens. L'utilisation du digital dans la gestion de la santé, l'économie, dans le numérique et dans les assurances qui peuvent permettre la traçabilité, le suivi et la rémunération. Le deuxième élément que nous proposons, c'est l'interdiction de l'évacuation sanitaire et le financement par l'État. Oui, il ne faut pas seulement l'interdire, mais nous devons renverser la tendance. L'Afrique doit prendre sa part dans l'économie mondiale de la santé et des soins. Nous préconisons tout simplement pour cela de remplacer les directions d'évacuation sanitaire dans nos ministères et dans nos ambassades par les directions de tourisme médical chargées d'attirer les Européens pour qu'ils viennent se faire soigner en Afrique. Nous proposons aussi la gratuité de la santé maternelle et infantile jusqu'à l'âge de 5 ans. Nous proposons de renforcer la prévention. Et pour cela, l'outil digital peut être un élément important. Et surtout, de l'intégrer dans le contexte de vie sociale africaine. Nous imaginons par exemple qu'on peut créer des boutiques de soins dans des centres de passage comme les marchés. Ainsi,
Madame Josiane Coadieu, lorsqu'elle fera ses courses dans le marché, pourra faire une halte dans une boutique de soins pour recevoir des conseils de santé et peut-être permettre le dépistage d'une hypertension artérielle que jusque-là, elle ignorait. Nous devons redéfinir la place des médecins et de la médecine traditionnelle et de sa pharmacopée. Il faut la réglementer et il faut reconnaître ses compétences et l'intégrer dans notre système de soins. Réhabiliter la pharmacopée traditionnelle. Je vois ici Madame Rokia Sanogo, qui a déjà beaucoup travaillé dans ce domaine. Merci. Oui. Roger, juste deux secondes, et c'est la dernière phrase. Vous ne connaissez peut-être pas deux molécules qui sont très importantes. Pygium africanum, ou le prunier africain. Nuclea latifolia, un arbuste africain. Madame Sanogo les connaît certainement. Du prunier africain, on a extrait une molécule qui a permis de soigner les maladies de la prostate, dont l'adénome très connu. Le Nuclea latifolia, l'écorce de ses racines a permis d'extraire une molécule qui n'est autre que le ramadan. Et ces deux molécules sont couramment été déjà depuis longtemps utilisées par la médecine dite traditionnelle africaine. Et ce n'est que plus tard que les laboratoires occidentaux ont découvert ces produits. Nous pouvons, par la collaboration entre nos tradipraticiens, nos tradithérapeutes et nos chercheurs, développer encore beaucoup d'autres produits. Merci. Merci Roger. Juste la dernière phrase, et je vais terminer. La dernière phrase, ce sont les professionnels de santé. Oui, il est temps que nous prenions nos responsabilités, mais surtout, nous nous formons, que nous nous formons dans la science avec la recherche et l'innovation, mais surtout qu'on organise un système juridique pour encadrer le fonctionnement des professionnels de santé. Ils doivent cesser de rendre compte qu'à eux-mêmes et à Dieu, et enfin rendre compte aux patients et à la population. Bravo. Merci. Mesdemoiselles, messieurs, bien sûr, tout ceci a un coût et il faut le financer. Pour cela, je vais passer la parole au Dr Elie Kamdo qui va nous présenter le financement de tout cela.